bonjour à tous. On va parler de la sécurité des machines, mais surtout une intervention précise sur ces équipements. D'accord ? Mise en contexte rapide, l'origine de cette étude vient d'une demande de la CSST en fait. Okay ? C'était pour mieux comprendre et interpréter, si vous voulez, l'article 186 du RSST. Alors si vous permettez, l'article 186 du RSST concerne les interventions dans la zone dangereuse d'une machine à des fins de réglage, déblocage, maintenance, apprentissage. Alors on parle de tâches ou d'interventions non liées à la production comme telle, alors c'est hors production. Mais pour ce faire, le travailleur doit déplacer un protecteur ou neutraliser des dispositifs de protection, c'est-à-dire enlever ce qui est comme moyen de protection sur la machine. Et cette intervention est encadrée, c'est-à-dire on ne peut pas le faire n'importe comment. Alors pour faire cela, on a besoin que la machine soit mise en marche au moyen d'un mode de commande manuel et en respectant simultanément plusieurs conditions en fait. On rend inopérant tout autre mode de commande. On autorise le fonctionnement de la machine en actionnant un dispositif de commande à action maintenue. Et on permet le fonctionnement uniquement à des vitesses réduites, des efforts réduits, pas à pas ou par à coup. Alors je sais que l'interprétation de cet article est très claire, mais je vais quand même expliquer un peu le tout avec les petites photos que vous voyez au bas de la diapositive. Alors si on fait l'hypothèse que la personne que vous voyez ici est dans une zone dangereuse, parce qu'en fait elle est à proximité d'un robot. Okay. La personne effectue un genre de setup. Alors la personne a entre ses mains un pendant, un dispositif à action maintenue. C'est-à-dire la personne garde contrôle de la situation en tout temps. Alors le fait que cette personne soit à proximité d'un robot qui peut se déplacer à une grande vitesse, l'article force ce robot à se déplacer à une vitesse réduite, à 25 cm par seconde. Alors, le fait que la personne garde la maîtrise de la situation en ayant dans ses mains un dispositif de commande qui neutralise tout autre mode de commande, c'est ce cadre de figure que cet article-là illustre en fait. D'accord. Alors évidemment, si ces conditions ne sont pas respectées, on peut avoir un accident. C'est-à-dire le robot peut frapper une personne et le tuer ou le blesser gravement. Alors aussi, l'article 186 ne concerne pas uniquement des déplacements linéaires. Okay. Ça concerne aussi des rouleaux. C'est-à-dire des machines pour l'imprimerie, des bobineuses, pâte et papier, etc. Alors ces rouleaux aussi peuvent être, l'énergie peut être maîtrisée avec mode de commande spécifique. D'accord. Et quand on parle de commande bimanuelle, c'est de ça qu'il est question. Et quand on parle de dispositif de commande à action maintenue, ce que vous voyez sur la photo, c'est une poignée de validation. Le problème, c'est que même si, en théorie, quand on réduit les vitesses, on réduit les énergies, il n'y a pas d'accident, le fait qu'il y a des accidents qui se produisent quand même. Et on veut comprendre le pourquoi. Alors, ce que vous voyez sur la diapositive, c'est une travailleuse qui a été écrasée mortellement, malheureusement. Et dans ce cas de figure, on parlait d'une vitesse d'avance de 230 mm par seconde. Dans l'exemple que je vous ai décrit précédemment, la vitesse de déplacement du robot était à 250 mm par seconde, qui était considérée comme une vitesse sécuritaire. Alors ici, on parle d'une vitesse réduite de 230 mm par seconde, et la personne a été écrasée pareil. Si on parle de machines avec des rouleaux, c'est-à-dire la rotation, il y a d'autres exemples d'accidents où la main s'est fait coincer, en fait. Et on parle d'une vitesse réduite de 167 mm par seconde. Alors on est toujours dans des vitesses réduites, mais ça cause des accidents pareils. Puis on aimerait savoir le pourquoi, en fait. Qu'est-ce qui se passe? Alors les questions que ça soulève, c'est pourquoi une vitesse réduite dans une situation donnée n'est plus sécuritaire quand on change de contexte? Est-ce qu'on peut extrapoler ou on ne peut pas? Deuxièmement, c'est quoi une vitesse réduite? Parce que si vous vous souvenez, quand je vous ai présenté l'article 186, on parle de vitesse réduite, d'énergie réduite, de force réduite, mais on ne quantifie jamais. On ne dit pas c'est quoi la vitesse comme telle. Okay. Puis troisièmement, si on n'a pas de référence, qu'est-ce qu'on peut utiliser comme paramètre pour avoir une idée d'une vitesse sécuritaire, d'une force sécuritaire? Alors le premier objectif, c'est faire un bilan de connaissances classique, c'est-à-dire des documents qu'on aimerait analyser. Puis la deuxième partie du projet, c'est la mise en œuvre, aller sur le terrain et voir comment les entreprises appliquent cet article-là et comment les interventions sous cette forme-là s'effectuent. Alors, revue littérature classique, 80 documents environ qui ont été analysés. Okay. On parle de normes, de guides, entre autres. Alors, on a revu tout ça, il y a eu une grille Excel qui a été faite. Au niveau de la méthode, nous sommes allés dans les entreprises, on parle de 15 interventions dans 9 entreprises différentes. Okay. Alors, on a préparé un guide d'entrevue, collecte de données, validé, etc. Encore une fois, des choses classiques qu'on utilise. Par contre, ce qu'on a voulu savoir, c'est quoi les valeurs des énergies réduites que ces gens-là utilisent en entreprise.
la justification, le pourquoi de ces valeurs, les raisons des choix pour ces valeurs, et aussi c'est quoi les facteurs qui peuvent influencer ces choix. Alors je vous présente rapidement les résultats issus de la littérature. Alors concernant les vitesses réduites, alors je vous ai parlé d'une vitesse de 250 mm par seconde pour le robot. C'est une vitesse qui est comme considérée sécuritaire dans le domaine. Okay. Mais on se rend compte que dans la littérature, il y a des vitesses qui sont moins élevées, puis des vitesses qui excèdent cela. Alors, une vitesse de 8 mm par seconde dans le secteur de l'imprimerie, en fait, pour une machine donnée, est considérée comme une vitesse réduite, une intervention en mode vitesse réduite, jusqu'à une vitesse de 1500 mm par seconde. Ça n'a pas d'allure, c'est comme des ordres de grandeur incroyables. Alors, dans la littérature, on retrouve plusieurs données, plusieurs valeurs de vitesse réduite, puis tout ça, c'est considéré comme étant des vitesses sécuritaires, en guillemets. Okay. Si on continue avec les efforts réduits, alors c'est-à-dire les forces, on a parlé de vitesse, parlons de forces réduites. Dans la littérature, on retrouve des forces de 20 newtons allant jusqu'à 500 newtons, qui sont considérées comme des forces sécuritaires. Grande variabilité. Si on continue avec une autre variable qui est considérée, c'est la pression réduite. On parle de pression de contact. Okay. Si je prends l'exemple du robot qui vous frappe, c'est quoi la pression maximale de contact tolérable, sécuritaire? Alors, au niveau des pressions de contact, nous parlons d'une pression de 10 newtons par centimètre carré, allant jusqu'à 80 newtons par centimètre carré, pour des machines différentes, dans des secteurs différents. Tout ça, c'est considéré comme étant des pressions de contact sécuritaires. Finalement, si on parle d'énergie réduite, c'est-à-dire en termes de joules, nous parlons d'une énergie de 3,5 allant jusqu'à 10 joules. C'est quoi qui justifie toutes ces valeurs? Est-ce qu'il y a une logique derrière tout ça? Si on regarde certains documents, certaines études qui ont été effectuées, entre autres l'étude effectuée par l'IFA, ça c'est concernant une étude sur les robots collaboratifs, c'est-à-dire les robots où on interagit avec eux, puis on essaye de voir c'est quoi les valeurs maximum de force ou de pression que ces robots peuvent nous frapper et qu'on reste en vie, on ne se blesse pas en fait. Alors, ils ont fait des études avec des sujets humains, en fait. Puis on s'est rendu compte que ça dépend beaucoup de l'endroit, la partie du corps où la blessure ou le contact s'effectue. Au niveau de la tête et du cou, on parle d'une force, mettons, de 35 newtons, c'est-à-dire pour le larynx, qui est considéré comme sécuritaire. Mais au niveau des cuisses, ça peut monter jusqu'à 220 newtons. Alors déjà, même la littérature, si la littérature nous présente des valeurs, on essaie de comprendre le pourquoi. Alors, partie du corps, c'est un élément du puzzle. Alors, il y a des gens qui ont fait des études là-dessus, alors c'est des choses à prendre en considération. Si on appliquerait l'article 186, évidemment. Okay. De plus, si on réfère à l'article 186, on parle de commande et action maintenue. C'est-à-dire le travailleur, vous vous souvenez du travailleur à côté du robot et le pendant de sécurité ou le pendant dans ses mains, ben, ce moyen de commande est à action maintenue. Okay. Mais par contre, dans la littérature, il y a d'autres éléments qui rentrent en jeu. Est-ce que nous avons un bouton d'arrêt d'urgence à proximité? C'est-à-dire, est-ce qu'on est capable, si on se sent en danger, d'actionner quelque chose et de limiter le dommage? Est-ce que l'ouverture ou l'inversion automatique en mouvement, des pistons, des vérins, etc. Alors, il y a d'autres éléments qui rentrent en jeu pour caractériser, pour quantifier, si vous voulez, ces seuils, ces valeurs. Alors, on a aussi vu la formation qui est utilisée comme élément pour moduler ce variable. Alors ça, c'était la partie théorique, si vous voulez, issue de la littérature, normative, dans des guides, dans des règlements, entre autres. Alors, la deuxième partie, ça concerne les visites, c'est-à-dire sur le terrain, dans quelques entreprises qu'on est allé, comment est-ce que les gens interprètent ce règlement et qu'est-ce qu'ils utilisent comme variable, comme valeur. Nous avons effectué 15 visites, en fait, dans 9 entreprises différentes. Okay. Et on parle de dommages possibles, de l'écrasement dans des angles rentrants, c'est-à-dire dans des rouleaux qui... vous avez l'angle rentrant qui est la zone dangereuse, en fait. Et c'est des modes de commande, c'est-à-dire ce mode de commande en énergie réduite n'était pas toujours d'origine. C'est-à-dire des fois, l'utilisateur dans l'usine, c'est-à-dire l'employeur, en fait, l'a fait installer après. D'accord ? Alors, ce n'est pas le concepteur de la machine qui a pensé au début, là, c'est l'utilisateur qui l'a installé, pour des raisons évidentes. Au niveau des visites qu'on a effectuées, des machines qu'on a vues, cette variabilité en termes de valeur de vitesse réduite se répète. On le voit très bien. D'accord ? Par contre, ce qu'on a pu constater, c'est que dans des cas, il y a une protection. C'est-à-dire on n'est pas capable d'augmenter la vitesse réduite et dans d'autres cas, il n'y a aucune protection pour ça. Alors, il y a comme une lacune à ce niveau, si vous voulez, au niveau des entreprises. Nous avons aussi pu constater au niveau de la robotique, la valeur de 250 minutes par seconde, c'est largement accepté comme étant une valeur sécuritaire. Alors ça valide un peu ce que la littérature nous a démontré.
Par rapport à l'intervention, c'est-à-dire là, nous avons vu c'était quoi les vitesses, etc. Mais c'est quoi l'intervention qui est effectuée en usine nécessitant ce mode de commande? Il y en a eu de toutes sortes. Exemple, vérification, des ajustements, enfilage du papier, etc. Mais la durée d'intervention a toute son importance. On parle de quelques minutes, mais allant jusqu'à 1 heure ou même plusieurs heures. Pourquoi je mentionne la durée d'intervention? C'est parce que dans des cas, l'usine utilise la vitesse de production, en fait. Ne va pas utiliser la vitesse réduite pour l'intervention effectuée en 186. Je vous donne un exemple concret. Contrôle de qualité du papier sur une bobineuse, c'est 2 minutes. On parle de vitesse réduite qui a été utilisée. Sur une extrudeuse, débloquer les couteaux, remplacer les cannelles, 3 à 4 minutes. On parle de vitesse de production qui a été utilisée, c'est-à-dire vitesse normale de production qui a été utilisée. Et la raison qui nous a été donnée, c'est pour ne pas perdre trop de temps pour une opération très brève. Nous avons aussi d'autres raisons, exemple des ajustements qui se font mal si on réduit la vitesse, c'est-à-dire des raisons liées à la production qui sont mises de l'avant pour expliquer le fait qu'on n'utilise pas le mode de vitesse réduite en fait. En usine, nous avons aussi pu constater que, exemple, commande bimanuelle, les 2 commandes que je vous ai montrées au début, là, ce n'est pas utilisé nécessairement dans ce contexte. On utilise, exemple, des télécommandes filaires, avec roulette. On utilise des commandes à action maintenue, poignée de validation, ou même pédale de validation. Alors ça, on a pu le constater. Alors un exemple, dans le secteur de l'imprimerie, sur une machine récente, le concepteur y a pensé. Alors ce qui se passe, c'est que cette partie de l'équipement sort de la machine pour une intervention en mode vitesse réduite. Le travailleur est dans un espace dégagé, utilise la pédale pour actionner les rouleaux, mais à vitesse lente. Alors du coup, au niveau ergonomie, c'est correct. Au niveau du dégagement, d'évitement d'un dommage, c'est correct. Mais le concepteur y a pensé au début. Malheureusement, ce n'est pas nécessairement le cas dans toutes les machines dans le secteur de l'imprimerie. Il y a bien des cas où le travailleur doit faire l'intervention, mais dans une zone encombrée, dans une zone où ce n'est pas évident. Alors, ça c'est un exemple concret où si ce mode de commande, on y pense dès la conception, l'intervention se fait de façon très sécuritaire en fait. En termes de récapitulatif, je vous ai présenté des valeurs de vitesse, d'énergie, d'effort issues de la littérature, issues des observations sur le terrain. Alors, la première chose qu'on constate, c'est que grande variabilité dans tout ça. Est-ce qu'il y a une logique derrière? Qu'est-ce qu'on peut utiliser comme paramètre, comme balise pour choisir des valeurs? Et surtout, les entreprises, ce que ça nous démontre, c'est que même si l'article 186 parle d'efforts d'énergie réduite, la majorité des cas, c'est que vitesse réduite qui est utilisée. On ne parle pas d'effort réduit. On ne diminue pas les forces en présent dans l'équipement. On utilise uniquement l'option de diminuer la vitesse des déplacements pour le robot ou même la vitesse de rotation des rouleaux. Est-ce qu'on est capable d'avoir des facteurs ou des paramètres pour baliser un peu tout ça? Parce qu'en fait, dans la littérature, il n'y en a pas de paramètres, il n'y a pas de facteurs, globalement. Alors, ce qu'on a pu identifier comme facteur d'influence, le premier serait accessibilité à la zone dangereuse et dimension anthropométrique. Dans un document de l'INRS, notamment la ND 2138, c'est précisé que pour les centres d'usinage à grande vitesse, mais de petite taille, la vitesse réduite est de 33 mm par seconde. Mais plutôt pour des grandes machines, la vitesse réduite serait de 66 minutes par seconde, fois 2. Alors du coup, intuitivement, ce que ça nous dit, c'est que dès qu'il y a de l'espace, dès qu'il n'y a pas d'encombrement, on est capable d'aller chercher des vitesses sécuritaires qui sont plus élevées, pour X raisons, peut-être de production, peu importe. Alors du coup, ce facteur, c'est un élément décisionnel qui pourrait rentrer en jeu. Un autre facteur qu'on a pu voir dans la littérature aussi, c'est la partie du corps exposée. Même si, je vous ai dit tantôt, que les forces réduites ne sont pas utilisées, mais si ça l'est, la partie du corps exposé est un élément à considérer. La forme et la dimension des zones de contact est un autre élément à considérer. Une force avec une surface de contact plane, par exemple, de 150 newtons, serait sécuritaire, mais sur une surface de contact anguleuse, une force de 50 newtons serait sécuritaire. Pourquoi? Parce que la pression de contact n'est pas la même. D'accord? Ça va faire mal si on se fait frapper sur une zone avec zone de contact anguleuse avec une force de 150 newtons. Ça dépasse la pression de contact sécuritaire qu'on a. Alors, la forme aussi de l'objet est un élément à considérer. Tout ce que je vous dis, en fait, c'est des trucs
que les gens pourraient ou peuvent utiliser ou non, mais qui n'est pas explicite dans le 186. Un autre élément qui influence en fait ces variables ou ces valeurs, c'est l'énergie cinétique des éléments en rotation, en mouvement. Parce que ça a un impact sur les temps d'arrêt. Plus le temps d'arrêt des éléments est plus court, plus la vitesse est grande, plus le dommage sera important. Temps de réponse et distance d'arrêt sont d'autres éléments. La présence ou non de protecteurs. Ce qu'on a vu sur le terrain, je donne un exemple. La présence de protecteurs d'angle rentrant sur des rouleaux, la vitesse sécuritaire que eux considèrent comme étant sécuritaire, c'est les 2500 mm par seconde. Mais en absence de protecteurs, sur la même machine, on passe à 133 mm par seconde. Alors du coup, la présence ou non d'un protecteur impacte ou influence ce choix de vitesse sécuritaire. Le fait d'avoir un dispositif d'arrêt d'urgence, un bouton d'arrêt d'urgence à proximité, à bout de bras, ça augmente la possibilité d'évitement du dommage, puis ça peut aller chercher des valeurs plus élevées, en fait. C'est la logique qu'ils utilisent. L'inversion automatique du mouvement est un autre élément qui apparaît. Alors, ce que je veux dire par ça, c'est, mettons, si on prend le premier exemple, nous avons dans un vérin pneumatique, vous avez une force qui agit sur la main, en fait. Si, avec inversement du mouvement, une force de 150 newtons est exercée, c'est considéré comme sécuritaire parce que c'est la force, elle va disparaître bientôt. Par contre, sans inversement du mouvement, une force qui est appliquée puis qui reste là, on parle d'une force de 50 newtons. Et ces éléments-là, ces valeurs-là, se retrouvent dans deux documents, en fait. Alors, le fait que le mouvement puisse être inversé automatiquement ou non, ça a un impact sur les valeurs qu'on juge sécuritaires. D'accord ? Ce principe est utilisé d'ailleurs dans les portes d'ascenseur ou portes de métro. C'est le même principe. D'accord ? On frappe, puis ça s'ouvre. Le type de commande impacte aussi la valeur des vitesses, en fait. Action maintenue, on a pu voir que ça peut monter jusqu'à 83 mm par seconde et avance continue à 8,3 mm par seconde. Facteur de 10. D'accord ? Parce qu'on n'utilise pas le même mode de commande et ça influence ou ça impacte ces valeurs-là. Suite aux visites, on a pu voir que la vitesse réduite est plus utilisée que la réduction d'autres types d'énergie. D'accord ? Alors même si on parle d'effort d'énergie réduite, de force réduite, c'est la vitesse réduite qui est utilisée dans 99% des cas. Le choix de la vitesse réduite dépend de certaines contraintes techniques qu'on a pu voir, la qualité du produit, l'efficacité des ajustements et la durée de l'intervention. Il y a des raisons de production, entre guillemets, qui dictent un peu cette valeur sécuritaire. Ça ne devrait pas nécessairement être le cas, mais il y a des défis intrinsèques à la machine qui fait que cette valeur-là est jugée sécuritaire. Alors, même si dans un monde idéal, il y aurait des études qui sont effectuées pour nous dire cette vitesse est sécuritaire parce que le travailleur a la possibilité de s'échapper, à cause de l'encombrement, il est correct ou pas correct, mais dans la vraie vie, en fait, c'est souvent des raisons de production intrinsèques à la machine qui dictent ces valeurs. Alors, la réduction des énergies, en fait, permet de réduire le dommage possible. L'effort réduit diminue le dommage sur la personne. La vitesse réduite diminue l'énergie cinétique et réduit le dommage. Autre aspect, c'est la possibilité d'évitement du dommage. Okay. Une vitesse réduite, le travailleur a plus de temps pour réagir. Mais ça réduit aussi l'exposition aux phénomènes dangereux. Et là, il y a un exemple sur les bobines et papier. Si on supprime le phénomène dangereux de fouettement en cas de bris de la bande du papier en diminuant la vitesse, ben là, du coup, c'est intrinsèque, on élimine le phénomène dangereux. Alors, c'est des principes, si vous voulez, où la réduction des énergies sont capables d'agir pour limiter le dommage. Issu de tout ça, quel type de recommandations qu'on serait capable de faire? Ce n'est pas une science exacte, mais tout ce qu'on peut dire, c'est quand une machine, X, vous avez une norme qui correspond à la même machine et qui préconise une valeur, on peut faire l'hypothèse que les gens qui ont rédigé la norme ont fait une analyse de risque et ont arrivé à la conclusion que cette valeur-là est sécuritaire. Alors, si la machine a considéré à une norme de type C, la valeur utilisée devrait être sécuritaire. Par contre, le problème, le danger, c'est l'extrapolation. C'est-à-dire, pour une machine donnée où il n'y a pas de norme, mais la machine ressemble à une autre machine, utiliser les mêmes valeurs peut s'avérer dangereux, pour plusieurs raisons, en fait. Parce que la valeur est dans un domaine précis, dans un contexte précis. Utilisation de la machine, espace, etc., etc. Alors, si on le fait, ben, il faut se baser sur l'analyse de risque, en fait. Évidemment, les éléments qu'on vous a présentés, les facteurs à considérer, sont des éléments très qualitatifs. Ce n'est pas une science exacte, mais ça permet de guider quand même le choix que quelqu'un, si une personne a à choisir,
c'est des paramètres ou des facteurs qui peuvent le guider en fait pour le faire. On préconise l'utilisation des 3 conditions décrites dans l'article 186, c'est-à-dire action de commande maintenue, désactivation des autres énergies et vitesse réduite. Et même, il y a une 4e condition qui se retrouve dans la directive machine, qui fait qu'on empêche toute mise en œuvre des fonctions dangereuses par une action volontaire ou involontaire sur les capteurs de la machine. C'est une 4e condition qu'on préconise. Pour la première fois, en fait, une étude théorique et pratique a été faite sur une intervention répandue dans le domaine, dans le secteur, mais il n'y a jamais eu une étude qui caractérise un peu tout cela, qui essaye de mettre un peu d'ordre là-dedans ou qui, minimalement, essaye de guider. La première fois, ça a été fait dans cette activité. Dans le rapport, nous avons plusieurs tableaux, je vous ai parlé de 80 documents, en fait, qui permet d'identifier une machine et donner des valeurs précises. Alors, un utilisateur du rapport ou sur le terrain serait capable, pour une machine donnée, d'aller chercher les valeurs qui sont recommandées dans la littérature, sans avoir à regarder tous ces documents. Alors, c'est une base de données intéressante. Nous avons essayé de formuler des facteurs d'influence pour guider quelqu'un dans le cas de figure où il n'y a pas de norme pour cette machine. Alors, s'il n'y a pas de norme, qu'est-ce qu'on peut utiliser comme élément pour quantifier ces seuils? Ce qu'on a pu constater aussi sur le terrain, c'est que même si la vitesse était réduite, les autres conditions de l'article 186 n'étaient pas nécessairement respectées. C'est-à-dire, on ne parlait pas de commandes à action maintenue, c'était des commandes différentes qui étaient utilisées. Alors, les 3 conditions n'étaient pas utilisées simultanément. Okay. Et aussi, malheureusement, machines qui sont modifiées pour rajouter ce mode de commande, ce que ça implique en fait, c'est que c'est des lacunes au niveau de la conception de l'équipement, puis des lacunes au niveau du concepteur, du fabricant, parce que ça revient à l'utilisateur de faire des modifications et ce n'est pas idéal. Avec l'essor des robots collaboratifs, évidemment, tout ce qui est effort, énergie réduite, entre autres, ben, la question des vitesses et efforts, ça revient de l'avant. Cette étude pourrait être utilisée pour guider ou pour donner quelques balises dans ces cas de figure. Alors voilà, merci.